rêve de gamin, là vraiment. Déjà, quand Maurice m'a demandé de collaborer avec lui sur En Temps-Plan en 1999, c'était quand même quelque chose d'incroyable pour moi. Et puis, après son décès, bon, évidemment, qui était quand même une expérience assez malheureuse, avoir la surprise qu'il demande à ce que son personnage lui survive, ce qui n'était pas commun, même unique, parce que personne ne l'avait fait auparavant, et puis que Madame Maurice me fasse l'honneur de m'offrir sa confiance pour reprendre les rênes des aventures du Port Lonesome Cowboy. Vraiment un rêve de gamin, hein, c'est un rêve tout éveillé. Hein, c'est assez. Bon, là, je peux dire que, comme je disais, après le premier album, tout pouvait s'arrêter. J'avais tout eu. Là. Et alors, vous avez collaboré avec plusieurs scénaristes Ouais. différents pendant 10 ans, avec des auteurs reconnus, des gens de spectacle. Ouais. Comment on se marie avec ça C'est des couples, hein. Donc j'ai quand même divorcé 3 fois. Non, ce sont des expériences. Après, un scénariste, c'est quelqu'un qui aime raconter des histoires aussi, de la même manière que moi. Simplement, mon travail va être à la fois, alors quand je fais un travail d'auteur complet, comme par exemple je fais Kid Lucky, je fais tout. Et là, je raconte mon histoire de A à Z. Quand on collabore avec un scénariste, le scénariste apporte aussi une idée. Bon, évidemment, en amont, on en discute un peu, pour pas partir sur tout et n'importe quoi, qu'on soit d'accord. Et puis, il y a aussi une envie. C'est toujours très difficile quand le dessinateur traîne la patte pour dessiner quelque chose qu'il n'a pas avoir envie de dessiner. Mais bon, ça c'est vraiment... moi je fais vraiment la corrélation avec la notion de couple, c'est-à-dire qu'on s'apprivoise, on se découvre, comme dans tous les couples il y a des tensions, comme dans tous les couples il y a des grands moments d'amour, on peut pas dire mieux, et en fait c'est une adaptation. Alors c'est vrai, comme vous dites, je suis passé à la fois par Laurent Gérard qui venait du spectacle, qui avait une bonne connaissance de Lucky Luke et qui avait un grand sens de la formule. J'ai travaillé avec Pénac et Benacquista qui eux étaient très forts dans la notion d'histoire, de filer un récit. Ils avaient une grande compétence, mais en revanche l'humour était moins présent. Donc à chaque fois c'est toujours une adaptation et on s'aide, on se complète. Moi mon travail aussi c'est de mettre à la fois en valeur l'histoire qu'on me présente. En grande partie je redécoupe toujours les histoires qu'on me donne parce que je pars d'un principe on fait du cinéma sur papier et qu'en fait c'est moi qui suis réalisateur et donc par définition, moi j'ai tout intérêt à mettre en valeur le scénario, mais le mettre en valeur en images. Et si j'ai de très bonnes images, je veux qu'elles s'éclatent pour le lecteur, que le lecteur prenne autant de plaisir à les découvrir que moi à lire. Et si ça sert le propos et la narration, c'est parfait. Alors vous êtes là en fait pour faire aussi. Vous êtes là aussi pour. Vous êtes tributaire, dépositaire de l'image et de l'esprit de qui quelque part. Est-ce que vous êtes là aussi pour. Pour remettre un peu sur les rails. Oui, Jules aime bien me dire que je suis un peu soit le juge de paix, soit le gardien du temps. Ça, c'est vrai qu'il m'arrive des fois de. Mais bon, disons que c'est vrai. Je connaissais bien Maurice et c'est vrai que les codes concernant la vie de ce cow-boy de papier sont quand même bien établis. Mais il évolue petit à petit. Il faut aussi qu'il s'inscrive dans un nouveau lectorat et puis une nouvelle époque. Mais je pense que Maurice aurait fait pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que Lucky Luke est un pastiche de western. C'était cette base-là, ce carcan-là, mais qui n'était pas finalement si difficile à faire, c'était de se baser sur des films et Maurice Egoscini en avait vraiment une connaissance hollywoodienne, c'était incroyable et donc il s'amusait avec ses codes. Donc aujourd'hui je pense que Maurice ferait comme je fais, c'est-à-dire que le cinéma s'est moins emparé du western, mais en revanche ce sont les séries. Et le spectateur et le téléspectateur, aujourd'hui, ont pris l'habitude de codes de découpage visuel. Donc la notion d'ellipse n'est plus quelque chose de très compliqué. On peut passer d'un lieu à un autre sans l'expliquer. Et pendant ce temps, et ici, et de faire le cartouche text-off pour tout le temps expliquer ce qui se passe, c'est fini. Même un enfant de 6 ans, il sait pertinemment qu'entre deux cases, ce petit trait blanc, c'est du temps. Donc nous, simplement, on est là pour essayer de donner une belle aventure, et pour ma part, mon rôle, outre de le mettre en vraiment valeur, c'est,
Jules, maintenant, il est à son 3e album, ça commence à compter. La connaissance du personnage, c'est évident que maintenant, elle est bien abordée et c'est beaucoup moins difficile enfin, pour moi, ça arrive moins souvent de dire là tu t'es trompé, après c'est du tatillonnage. C'est simplement pour éviter peut-être des erreurs grossières qui peuvent nous arriver. Je vois par exemple sur un album, on m'avait présenté la scène où Lucky Luke rencontrait Lincoln. Or, Lincoln, il l'avait déjà rencontré 30 ans auparavant, donc je ne pouvais pas dire que c'est sa première rencontre. Il faut malgré tout qu'on conserve la chronologie des albums, donc la chronologie du temps. Même si c'est des allers-retours dans les époques. Mais pour le lecteur, ça aurait fait bizarre qu'il rencontre pour la première fois Lincoln lorsqu'on savait qu'il avait déjà... Voilà. À part ça, on essaye de s'astreindre à traiter de sujets sérieux, pas sérieusement, comme disait Goscinny. Et puis à s'amuser avec finalement des sujets, même si ce sont des sujets graves, on les aborde. Ça ne veut pas dire qu'on se moque de ces sujets, au contraire, mais ça permet de les aborder plus simplement et sans avoir cette crainte permanente, cette analyse permanente de est-ce qu'on peut parler de tout ? Donc on reprend toujours la même phrase, est-ce qu'on peut rire de tout ? Oui, on peut rire de tout, mais ça ne veut pas dire que sur un sujet comme le racisme et la ségrégation, on va rire de ça. Non, on établit une histoire qui se veut quand même une belle aventure sur un sujet grave, mais on ne va pas ni donner de leçons, ni être dans une idée documentaire pure et dure. C'est pas du tout ça, c'est une vraie aventure de Lucky Luke. Et puis il y a de l'humour, il y a des pauses d'humour, parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on traite quand même un sujet qui est assez chaud, assez lourd. Et donc là, en l'occurrence, avec Jules, on a mis en avant les Dalton qui permettent de faire ces belles respirations. Je rappelle que les Dalton sont persuadés que le Ku Klux Klan est une tribu indienne. Bon, donc on voit déjà le niveau, et donc ça permet de dédramatiser des moments qui pourraient devenir dramatiques. La seule chose, c'est vrai, Lucky Luke, pour la première fois, va douter. De la même manière que les héros de cinéma ou de séries télévisées maintenant peuvent douter. Il y a 30 ans, un héros était pur et dur, il partait dans le soleil couchant, je ne peux pas rester avec vous, Cathy, je suis désolé, je dois rester seul. Bon, ça c'était une image du héros. Aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui peut se poser des questions. On n'ira pas trop loin, parce que j'ai dit à Jules, on n'ira jamais plus loin, parce qu'il ne faut pas non plus en faire quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, névrosé, alors là, on s'en sort plus. Non, c'est quand même une série qui reste très traditionnelle. Mais voilà, on s'amuse avec des codes, et puis Jules, c'est vrai, d'apporter des nouveaux thèmes. Par le plus grand des hasards, il y a 6 ans, j'avais découvert Bass Reeves en faisant de la recherche de documentation, et j'avais découvert ce personnage qui était absolument pas connu du grand public. Depuis, on commence un peu plus à le connaître, et donc je l'ai apporté à Jules, ce qui nous a permis de construire aussi cette aventure qui est quand même assez particulière. Lucky Luke hérite d'une plantation. D'avoir cette ouverture, une introduction avec ce personnage qui est une vraie légende de l'Ouest. Et je conseille aux gens maintenant, avec Internet, vous pouvez aller voir. À l'époque, il n'y avait qu'une photo. En 6 ans, on en a trouvé 2 autres de photos, ce qui m'a permis quand même de le caricaturer exactement. Et c'est un personnage étonnant. C'est un vrai Lucky Luke noir. C'est un type qui a fait 3000 arrestations, qui a été le premier marshal adjoint. Donc c'était quand même un poste très important. C'était un poste, on était nommé par un juge fédéral ou par un gouverneur. Il pouvait exercer dans tous les États. Donc c'était un vrai rôle de responsabilité. Et c'est assez étonnant de se dire qu'en 1870, un type comme ça a fait régner l'ordre. Et en plus, c'était une bonne gâchette, ce qui a dû lui simplifier quand même la tâche. Là, on n'a pas trop abordé ces sujets-là, parce que bon, si on commence à parler de mort dans Lucky Luke, ça c'est un des interdits, et c'est très bien. On sait que ça peut exister, l'Ouest est un pays de barbares, mais on reste quand même dans un Ouest fantasmé, c'est quand même sympa. Et vous lui prêtez aussi les mots de Martin Luther King à la fin ? Oui, c'est normal. Bon, c'est vrai que les traductions sont toujours compliquées. Moi, quand je l'entends, j'ai plus l'entendre de dire « j'ai fait un rêve ». Bon, on traduit par « j'ai un rêve ». Mais c'est vrai que ce fameux discours de Martin Luther King est quand même important.
En définitive, on se penche sur une période qui est assez bizarre, parce qui a été assez peu traitée au cinéma, parce que souvent on parle de la guerre de sécession, parce que les Américains perdent la guerre civile. Non, là on était beaucoup moins manichéen. En plus, c'est très, très difficile de traiter purement de l'esclavage, parce que la façon dont elle est présentée souvent au cinéma, c'est les esclaves sont battus jusqu'au sang en permanence. C'était pas ça. L'esclave, malheureusement, était j'aime à dire un bien matériel, c'était pas plus qu'un cheval ou qu'une charrue. Donc c'était une unité de production. Il n'y avait aucun intérêt à mal le nourrir et à pas le vêtir. Il fallait justement qu'il soit en bonne santé pour travailler. Et donc, alors évidemment, quand il se sauvait, etc., là, il se faisait massacrer. Mais en général, les esclaves étaient traités correctement pour qu'ils soient productifs. Après, il y avait toute la partie abominable de l'esclavage. Quand un couple avait un enfant, on pouvait vendre l'enfant, on s'en foutait de savoir. C'est pas plus qu'un cheval, je répète. Et nous, on voulait un petit peu aborder une période où que les gens ne connaissent pas forcément. C'est cette période juste après la guerre civile, où en fait, s'ils sont libres, rien ne change. Et en fait, c'est presque pire, parce que du jour au lendemain, vous êtes libre. Écoutez, si vous voulez travailler, on va vous payer, mais on va vous payer ça. Et rappelez-vous, dans Tant n'emporte le vent, c'est abordé. Ils nous coûteront moins cher libres qu'esclaves. Et c'est ça qui est terrible. Et là, il y a une grande pauvreté, et c'est à ce moment-là que la communauté noire va un peu se disséminer. Et on commence à voir de plus en plus de cow-boys noirs, parce que c'était un métier qui était très mal payé, et ils se mettent à devenir cow-boys, ils se mettent à partir dans l'Ouest, ils se mettent à devenir fermiers, et bon, ils essaient, mais rien n'est changé. Et même si Lucky Luke règle le problème de sa plantation, il règle le problème avec les méchants voisins, il ne réglera pas le racisme, on le sait, tout le monde connaît l'histoire, et vous parliez de Martin Luther King. Si Lucky Luke avait pu régler tout ça, on n'aurait pas eu de Martin Luther King, et rien n'est changé. Malheureusement, on voit que on est un peu en retour en arrière actuellement, notamment aux États-Unis. Oui, justement, c'est la question que j'allais avoir, c'est quand le timing est aussi incroyable. L'album sort au moment où l'Amérique se réveille plus que jamais malade de son racisme. C'est-à-dire que c'est peut-être plus médiatisé. Vous l'aviez pas prévu. La première conception, non. Ces émeutes dans les pays. Oui, puis bon, je rappelle que finalement, c'est quand même quelque chose de latent et qui est permanent. C'est quand même des sujets, le thème de la ségrégation raciale et notamment du racisme, mais du racisme presque institutionnel, parce que souvent on dit en France ou en Europe, nous sommes racistes. Je dis, vous savez pas ce que c'est que le racisme. Moi, je suis allé au sud des États-Unis, dans les années 90. Il y avait encore des magasins interdits aux Noirs. On voyait des t-shirts avec des scènes de lynchage. Donc je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de voir des gens qui passent à la caisse et qui n'adressent pas un regard, qui ne parlent pas et qui refusent de toucher, quand on remet la monnaie, un Noir. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que ça peut être, le vrai racisme, le racisme ignoble. Pour ce qui a été du timing, bon, je vous rappelle qu'on commence un album 2 ans avant, voire des fois plus. Mais il y a 4 ans, il y a un enfant de 12 ans qui s'est fait descendre dans un square aux États-Unis parce qu'il jouait avec un pistolet à eau et qu'il était noir. Donc, je crois que le problème est toujours le même. Là, on rentre peut-être dans un côté plus exacerbé. Et puis, il y a un autre phénomène qui est en train de se passer, et ça, c'est plus inquiétant. Il y a un phénomène. Alors, c'est associé avec les élections américaines, avec malheureusement un président qui attise le feu, mais qui était en train d'attiser justement ce phénomène dont je parlais, qui est le communautarisme. C'est-à-dire qu'on en arrive à se dire, bon, puisqu'on ne peut pas s'intégrer, on va faire notre vie à côté. Et là, on va avoir des populations qui vont vivre à côté. Et là, c'est pas bon, parce que là, justement, c'est cette fameuse phrase du vivre ensemble qui est un peu médiatique, mais c'est vrai, notamment en France, on vit tous dans ce même pays, on est tous citoyens, donc les mêmes droits et les mêmes devoirs. Après, pour le reste, je veux dire, c'est accessoire, que ce soit la religion, la couleur de peau, tout ça, c'est la sphère privée, on s'en fout. Et aux États-Unis, c'est un phénomène qui commence à devenir inquiétant, des universités purement noires, etc. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place et que, malheureusement, contrairement à ce qui se passe en France, vous avez un vrai racisme, mais presque d'État, quoi. Enfin, vous savez, quand vous avez un candidat à la présidence qui est encore président de la République et qui dit lors d'un débat télévisé, parce que j'ai suivi le premier débat en direct, qui dit « soyez prêts aux fameuses milices », attendez, imaginez-vous que vous auriez eu un candidat ou une candidate à la présidence qui dit à tous les gens armés, soyez prêts à descendre dans la rue si je ne suis pas élu.
le type, sa campagne s'était terminée, il était débouté de son droit de candidat, etc. Ben, vous avez un type comme Trump se permet de dire. C'est là où on voit la violence de ce pays. Et je pense que les suprémacistes blancs, dont on n'entendait plus beaucoup parler, qui s'étaient quand même un peu éteints dans les années 80 parce qu'ils avaient commencé à s'associer à des mouvements néo-nazis, ça revient. Et moi, j'ai des copains aux États-Unis qui me disent on est assez inquiets, quoi. Donc, c'est peut-être ça qui tombe. C'est une concordance de. Après, c'est le coup de chance. Pourquoi vous tombez sur ça? Moi, j'aurais préféré que ça tombe pas dans cette période. Je vous dis honnêtement. Hein, bon, on n'est jamais content de traiter un sujet, de se dire on est en plein dans l'actualité. C'est idiot, quoi. Moi, ça me déplaît fortement. Maintenant, si ça permet. Voilà, traverse le temps depuis. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a votre avis que Wikileaks n'est pas mort? Moi, je dis, ça fait partie. D'abord, c'est une série patrimoniale. On est à 4 générations de lecteurs, donc ça joue beaucoup. Deuxièmement, je pense qu'à l'image d'Astérix, ce sont des séries qui sont situées dans une période historique précise, qui est hors de la nôtre. Donc, on a quand même un recul, et donc, même si les propos, les histoires, les thèmes peuvent s'accrocher à notre propre existence ou à ce que l'on vit actuellement, on a quand même un recul. Donc, ça joue. Après, c'est quand même de l'humour. Et les gens ont toujours besoin de rigoler, donc ça joue énormément. Et c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que je suis pas sûr que dans 70 ans, il y aura encore des lecteurs de Walking Dead. Hein. Mais je crois que c'est surtout ça. Et donc ces facteurs à la fois d'accessibilité, parce que tout le monde peut le lire, de niveau de lecture différent. Un enfant va le lire, il va voir quelque chose, mais un adulte va voir autre chose. On a ces couches de lecture, et c'est ça d'ailleurs qui est le plus difficile dans notre type de BD. Avec Jules, quand on essaie de faire un album, on essaye aussi, ça donne du plaisir à un enfant qui va voir une belle aventure, des choses drôles et tout, et qu'un adulte va trouver des niveaux de lecture différentes. Ah tiens, je connaissais pas que ça soit l'histoire. Ah ça, oui, là c'est pernicieux, cette phrase-là, on sent qu'il est raciste, etc. Et ça, ce sont des choses qui sont difficiles des fois à mettre en place, mais qui est un vrai challenge. Et ça, c'est très intéressant. Goscinny était très très fort. Fauchery-Liturgie aussi l'avait fait en leur temps avec Maurice. Rappelez-vous que quand même, Goscinny avait abordé les spoliations de terre des fermiers par les gros propriétaires éleveurs dans du barbelé dans la prairie. Il avait abordé la réinsertion des anciens prisonniers dans les Dalton se rachètent. Il s'était moqué de la psychanalyse avec la guérison des Dalton. Il avait joué sur la folie d'un dictateur avec l'empereur Smith. Donc on aborde ça, il abordait ça déjà. Peut-être qu'on le voyait moins parce que c'est il y a longtemps, parce que ce sont des albums emblématiques d'une époque. Mais finalement, on continue, on est vraiment dans cette droite ligne, et puis on cherche à toujours à donner du plaisir à un lecteur qui sorte avec. Hier, bon, moi j'ai vu une petite fille qui est partie avec le sourire. Bon voilà, je sais pourquoi je fais ce métier-là. C'est à la fois me dire le père après va se régaler à le lire parce qu'il y aura un petit côté nostalgique enfance, mais en même temps il va dire tiens c'est pas mal, ouais ça va le toucher, et en même temps un petit garçon ou une petite fille va le lire vraiment au premier degré et il prendra aussi du plaisir. Mais c'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire que ce sont Astérix et Lucky Luke sont deux séries qui à la fois sont dans toutes les familles. Je connais personne qui me dise qu'il n'a pas lu un de ces deux albums, et les deux sont toujours dans toutes les familles françaises. Et puis surtout, il y a une sorte de succession, de transmission par les parents, les grands-parents, et ça continue. Moi, je vois que cette explication. Après, peut-être que, bon, on a le doigt de Dieu sur nous, et merci. Ou le destin, ou je sais pas. Mais c'est vrai que je suis toujours épaté. Hier, bon, on a fait le lancement, on a fait une conférence de presse, une conférence au travers du public, et 90 personnes avaient répondu présent un vendredi. Enfin, moi, je me dis, Lucky Luke, il est toujours là. C'est ça qui est génial. Enfin, je fais le plus beau métier du monde, hein. Je peux pas demander plus. Je dessine, je vis de mon art, et je m'amuse avec le personnage qui m'a fait rêver petit. Je crois qu'il n'y a qu'en bande dessinée on peut faire ça. Il n'y a pas d'autre métier.
Donc ça fait 20 ans ce mariage-là entre vous et Lucky Luke, ça va continuer? Ah oui. Bah, tant que je peux dessiner, tant que je dessine correctement et que mes lecteurs sont heureux, oui, c'est avec grand plaisir. Maintenant, il fait vraiment partie de ma vie. Quand on va chez moi, bon, des Lucky Luke commence à y en avoir beaucoup, hein, ça commence à m'inquiéter. Donc, on a gardé le précaré, c'est notre chambre à coucher avec mon épouse. Elle m'a dit pas Lucky Luke ici.